Je suis ici, je dois le devoir confesser pour la première fois, cette ville nouvelle, ville idéale pour quelques collègues. Et j'ai un grand plaisir de vous présenter un projet de recherche exécuté depuis une dizaine d'années sur la voie appienne au sud de Rome. Je vous rappelle brièvement son histoire. Le censeur Appius Claudius Secus a été le premier fonctionnaire public romain à donner son prénom à un projet public, c'est-à-dire la voie appienne et aussi l'aqueduc appien. Construction commencée pendant son année comme censeur 312 avant Jésus-Christ. On n'est pas certain de quelle partie de cette voie fut achevée sous son pouvoir censorial. Mais il y avait probablement déjà une rue plus ou moins tracée. Il est clair que pour lui et pour les Romains de son temps, le projet devait être une marque très claire de la présence de Rome et en Italie, et une idée d'agrandir le prestige de la cité en train de croître. La première étape allait jusqu'à Capoue, la cité actuelle de Santa Maria Capua Vetere, et plus tard, la route finirait à Brindisi. Notre projet se déroule au 5e millénaire romain, en comptant à partir du commencement de la voie au pied du Palatin et du Circus Maximus. Il couvre environ 2 kilomètres entre deux rues publiques. Une particularité dans cette partie de la rue est la présence d'un virage léger au milieu, comme vous voyez, qui contraste avec la linéarité du parcours jusqu'au Colli Albani. On a noté la possibilité qu'ici, il se trouva un sanctuaire ou au moins un lieu saint, plutôt une limite du pomerium extérieur du suburbium de Rome, mais nous n'avons pu vérifier aucune de ces propositions. Je vous montre la rue, une vue moderne, familière aux visiteurs de Rome, aux visiteurs du site, avec des arbres, cyprès et pins, plantés en 1907 et après, sur l'initiative de l'architecte Antonio Muñoz, qui voulait créer l'atmosphère agréable d'un parc. On y voit aussi des vestiges de monuments qui ont inspiré des archéologues et artistes. Voyons un image de Luigi Canina, basé sur ses propres recherches, dont je parlerai plus tard, sur la voie appienne, et ensuite la vision de Giambattista Piranesi, qui imaginait en 1756, dans son Archéologia di Roma, une nécropole virtuelle en ce lieu, généralement considérée comme une pure fantaisie, mais peut-être plus vérace que l'on pense. Dans notre recherche, laquelle inclut une section sur la fortune culturelle, comme ce type d'image, nous utilisons également ce type de documentation, c'est-à-dire des images des époques antérieures qui sont des sources plus fidèles et informatives que l'on le croit. On le verra ensuite. Ici, par exemple, je montre un tableau de Ludwig Kattel, un peintre berlinois qui a vécu longtemps à Rome et qui a fait, après son retour à Berlin, en base d'esquisse, ce tableau qui est un peu un caprice, parce qu'ici on voit des monuments combinés que l'on ne voit pas réellement ensemble. Cependant, dans ce tableau, on voit le reste de la Villa dei Quintili, c'est à gauche, toutes les parties, et Casal Rotondo, qui est en bas, un édifice roton, et un des tumuli recherchés qui est à droite, avec une tour qui sont tous recherchés dans notre projet. Et la campagne est vide, vous ne voyez pas les arbres que nous avons vus antérieurement. Ça vaut encore peut-être plus pour le paysage morne d'Alexandre Ivanov,
qui correspond avec les impressions qu'on trouve, entre autres, dans la description de la voie par Charles Dickens, in his Pictures of Italy, d'un paysage désolé et morne, avec des ruines le long de la rue, pas attractive. Donc c'était une des choses pour Canina de faire plus belle la rue, pour ainsi dire. Donc nous devons à Luigi Canina, un architecte provenant de Piedmont, du nord, près de Turin, les premiers travaux archéologiques substantiels dont les résultats physiques sont encore visibles. Sur l'ordre du pape, il devait nettoyer la rue en enlevant une couche de sable, peut-être de 40-50 cm, de sable, détritus et fesses d'animaux. Il avait aussi la tâche de rechercher les vestiges antiques et restaurer quelques-uns des sculptures pour rendre le trajet intéressant pour des visiteurs. Donc c'était un plan touristique, on peut dire, venu du pape. On envisageait déjà une part archéologique. Voici, par exemple, deux monuments redressés par Canina, restes d'un tombeau roton augustin en hôte et une façade d'un monument funéraire de la République tardive avec des fragments combinés de divers monuments disparus. Donc c'est une folie, comme on dit en anglais, c'est une bizarrerie, une fantaisie. Il publia des articles et un volume essentiel encore qui reste essentiel, substantiel pour chaque rechercheur qui s'occupe de cette partie de la voie appienne. Vraisemblablement inspiré par ces travaux, l'architecte Auguste Gabriel Ancelet a dessiné un plan très beau et, comme nous le verrons, par certains aspects plus précis que celle de Canina. Cette photo montre les restes à chaque côté de la rue, donc en haute et la troisième image, avec puis la reconstruction faite par cet architecte dans son projet du Prix de Rome à Villa Medici à Rome. L'image suivante montre le plan des monuments et une reconstruction des monuments correspondants avec l'autre dessin. Donc c'est une documentation très importante. À partir de l'entrée de la photographie, la voie devenait un destin idéal. Et je vous montre quelques photos entre Ante Muñoz. Cette première photo montre encore le désert, comme l'était la voie vers la fin du XIXe siècle. Une chose remarquable est la présence de deux murs qui courent à droite et à gauche. À gauche, c'est partiellement un mur antique, mais c'est aussi dans la ligne du mur dressé par Canina. Ces deux murs remarquaient la limite du domaine public séparé des propriétés privées et ils forment encore la limite de nos terrains de recherche. Nous sommes libres alors de faire toute la recherche dans ce terrain à l'intérieur des deux murs, mais des licences spéciales seraient nécessaires et quelquefois nous avons obtenu des licences spéciales pour étendre nos fouilles aux autres recherches, aux autres terrains privés. Suivent 4 images qui montrent des détails de quelques moments, toujours dans des photographies de la fin du XIXe siècle, sur lesquelles je référerai ensuite. Alors, il est temps d'aller plus dans notre projet. Voici le trajet recherché et un plan, déjà un petit plan, des choses plus remarquables, faites avec un système de GPS. Ces monuments forment les points de référence pour toutes nos recherches. Et ce sont plus ou moins les seuls monuments qu'on trouve dans tous les livres, tous les bouquins touristiques, toutes les descriptions générales. Quels sont les buts de nos projets? En premier lieu, nous avons fait un inventaire de tous les vestiges situés entre les deux murs caniniens.
type de survey, un architectural survey, une survey architectonique. Je me concentrerai sur la classification des tombeaux ensuite. Cette exploration ne vise pas seulement une masse positiviste de matériaux pas ou peu étudiés, mais elle fournit également des dates sur l'histoire de l'utilisation des bords de la voie appienne dans l'Antiquité et après. Donc pour écrire un type d'histoire, une biographie culturelle, on a besoin de toutes ces dates. On en a fait une carte dense de sites auxquels correspondent des descriptions et des documents photographiques, et ces dates seront faites publiques entre quelques ans après la publication finale de nos recherches. Et voici donc un petit détail de ce plan qui n'existait pas. Donc ce sont de grands, ce sont de petits monuments. Je ne parlerai pas trop des recherches dans le champ à forme de survey et de reconnaissance du terrain avec mesure de résistivité, mais je montre seulement un exemple, que nous avons par exemple eu des résultats surprenants sur l'usage du terrain. Vous voyez la forme d'un édifice de plus ou moins 100 par 50 mètres, pas fouillé, et non encore bien reconnu qu'est-ce qu'il y a eu dans ce lieu à côté ouest de la rue. Mais je parlerai encore une fois de quelques de ce type de recherche. Donc le survey architectural nous a porté évidemment un inventaire, comme je disais, de 1300 sites, et ça veut dire des blocs simples de parties de monuments disparus. Par exemple, à droite, une petite pièce de tuf qui était, quand on l'a tournée, ornée avec une rosette. C'est une partie d'un tombeau républicaine, une pulvinus, mais il y a aussi le bloc de l'époque impériale. Plus évidemment, naturellement, l'inventaire des monuments plus grands, et nous ferons tous ces monuments ensuite. Ainsi, nous avons obtenu, comme je disais, dans une série de 8 campagnes de mois environ, grâce aux travaux aussi des étudiants, une banque de dates de 1300 sites qui contiennent un objet ou plus d'objets ou un grand édifice ou quelque chose. Un problème pas évitable est le mouvement des blocs. Ça veut dire des blocs de taille modeste qui ont été déplacés par les voisins qui ont des villas souvent abusives, des villas denses, mais aussi par des travaux publics. Et donc, vraisemblablement, nous devons aussi constater une érosion des monuments à cause des interventions de ces voisins qui ont détruit des monuments pour faire leurs villas, souvent construites abusivement, comme je disais, et installer des blocs de terrain publics comme ornement dans leur jardin. Et c'est presque impossible d'entrer dans ce terrain. Notre voisin, un producteur de saucissons, très riche, et il n'a jamais donné un saucisson aux étudiants qui travaillaient tellement dur. Mais voici quelques demandes qu'on peut se poser, quelques questions. La question qui s'impose, à qui veut écrire une histoire de monument, ou plutôt la biographie culturelle. À part de Canina, nous ne possédons pas d'études substantielles, donc il y a 150 années de rien, sur notre partie de la voie appienne. Il y a des autres parties bien étudiées, par exemple le premier 1000 par Malacorda et quelques collègues, mais la plus grande partie est encore pas étudiée. Quelques-uns des monuments les plus grands figurent dans les aperçus généraux.
sur la voie appienne, et même dans des études typologiques sur certaines catégories de tombes, de tombeaux à chambre, de colombaires, tumuli, etc. Mais ce ne sont que la répétition des notions sans fondement et de chronologie incertaine. J'ai dressé une liste de quelques dates sûres ou presque sûres peut-être, en me basant sur des études plus générales. Le problème est que beaucoup des hypothèses se basent sur des idées préconçues qui, certes, pourraient être vraies, mais pour lesquelles manquent les preuves. Prenons un groupe de blocs de tuf, appelé Peperino ou Lapis albanus, avec une ornementation à frise dorique. C'est un phénomène que, dans un contexte funéraire, l'on trouve déjà sur des urnes funéraires étrusques et, pour donner un exemple très fameux, sur le fameux sarcophage des Scipions au musée du Vatican, provenant de leur tombe sur la voie appienne, la première tombe que nous connaissons monumentale le long de la voie appienne, mais plus près de la ville de Rome. La présence de ces frises a été expliquée comme un phénomène républicain tardif. Les motifs sur les métopes montrent le monde militaire. Il y a un casque en bas, à droite, et il y a des autres, aussi des vases, il y a des rosettes. Donc c'est un monde très différent, très divers, très varié. Et aussi, par exemple, des mains qui se prennent, donc le symbole du mariage, donc éléments de famille, mais aussi des ornements simplement floraux. Évidemment, les frises se trouvaient à la face supérieure du tombeau. Nous avons seulement ces blocs, et pas ensemble, hein, ce sont 4 pièces sur les 2 kilomètres. Et on le peut imaginer, comme l'a fait par exemple Canina avec ce monument, qui a une façade en Peperino, en tuf, avec le frise dorique, et en outre, on voit aussi un pulvinus dont j'ai fait voir un petit fragment. Donc peut-être un type de mur, type façade ornementée, ou plutôt comme un bloc, ce monument que nous voyons encore près la Porta Maggiore à Rome, un bloc, le sépulcre, le tombeau à Dado, à D alors, à forme de D. Donc, la chronologie a été étudiée dans quelques études récentes qui surtout se basent sur l'iconographie et le style de ces ornements. Ces chercheurs sont venus à des datations dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque d'Auguste. Alors, il me semble avoir trop peu de matériaux pour dresser une chronologie plus raffinée, comme l'a fait par exemple Torsten Mattern dans un livre très beau, mais il a daté ces fragments à des décennies précises, et c'est peut-être une précision trop exacte, pour ainsi dire. Mais je ne prétends pas à une exactitude aussi précise en décennies. Mais il me semble vraisemblable de suivre Mattern et d'autres chercheurs avec une position d'un monument au milieu du 1er siècle, disons entre 70 et 30. Et donc ce serait le monument plus antique que nous connaissons dans notre partie de la voie appienne. Pour l'époque d'Auguste, il y a des éléments pour lesquels on peut trouver des parallèles dans l'art de cette époque qui est tellement bien conservé à Rome et dans les environs. Je commence avec un mur de briques caninien, dressé par Canina, que nous avons déjà vu, contenant une série de fragments en marbre de Carrare qui proviennent d'un monument rond de l'autre côté de la rue, reconstruit il y a une quarantaine d'années par Wilhelm von Südow de l'Institut allemand à Rome.
reconstruit comme une tolos, un édifice rond, ornementé avec des arcs et candélabres, lesquels on pourrait bien dater de l'époque d'Auguste, grâce à des similitudes avec des plaques campaniennes, par exemple, et des peintures du IIIe style. Le nom de Cotin, qu'on voit en haut, malheureusement, et c'est évidemment une épigraphie très monumentale, très grande, malheureusement ne nous donne pas des informations suffisantes pour attribuer le tombeau à un personnage connu de ce temps. Donc c'est un peu dommage. Le marbre de Carrara a été introduit à cette époque et on trouve d'autres fragments de tombes d'ornements et aussi d'inscriptions ici sur une autre tombe ronde, tombeau rotonde, comme cette tolos que je viens de montrer. Et ici, c'est un monument très intéressant pour l'inscription, déjà connue, évidemment, que sur une famille de subsifani qui ont aussi écrit qu'on a payé la somme de 20 500 sesterces pour construire la construction du monument. C'est assez beaucoup, hein? C'est un bel prix pour un tombeau. Un type de tombeau monumental qui fait aussi son entrée à l'époque d'Auguste est le tombeau à tambour. Le mieux connu étant c'est le Casal Rotondo, évidemment le monument iconographique ou iconique de la via appienne, de la voie appienne, est le tombeau de Cecilia Mitella au 3e mille romain de notre vue, des années 40, 20, plus ou moins avant Jésus-Christ. Casal Rotondo, déjà documenté sur des cartes de la Renaissance et mentionné maintes fois à partir du Moyen-Âge, appartient à ce groupe. On y voit le phénomène d'incastellamento. Ça veut dire une occupation dans le XIIIe et XIVe siècle par des représentants des familles au pouvoir à Rome qui devaient contrôler la zone et éventuellement casser des péages. Une petite ferme sur le tombeau en est jusqu'à aujourd'hui la preuve. Le tombeau diffère du tombeau de Cecilia Mitella par le manque d'un podium. Vous voyez en haut un podium carré usé comme base du monument. Le tambour du Casal Rotondo se dresse immédiatement sur le sol. Cette décoration se trouve sur l'anneau autour de la base et sur l'architrave et stylistiquement s'encadre bien dans l'art décoratif d'Auguste. Ça implique que la chronologie ne diffère guère de celle de Cecilia Mitella et de plus qu'on a suivi l'exemple du mausolée d'Auguste dressé entre 28 et 23 sur le champ de Mars, à nord de Rome. Quand nous prenons un autre cas, toujours dans notre section de la voie appienne, nous voyons le podium sur lequel se dresse le tambour. En dedans, on voit des murs médiévaux qui sortent en haut du tambour. Et ce sont aussi des murs appartenant à la phase du incastellamento. Apparemment, cette tour robuste formait des structures réutilisables comme petites fortifications. Dans ce cas spécifique, nous le pouvons associer avec un complexe à l'autre côté de la rue, le complexe de Santa Maria Nova, un couvent avec une église construit à la même époque et fondé comme affiliation du couvent de Santa Maria Antiqua au Palatin. Donc c'est un peu italien puis latin. Ce n'est pas Sancta Maria, mais Santa Maria, mais Antiqua et
nova solo latin, donc un pasticcio. Oh, c'est italien médiéval, je ne sais pas, peut-être un peu combinaison. Voilà. Voici un plan, comme je disais déjà, du XVIe siècle qui montre tous ces monuments à une manière assez exacte. À droite, Castel Rotondo. Au milieu, on voit inscrit Villa de Scipion, donc ce sont les restes de Santa Maria Nova. Et à gauche, Capo di Bove, que Cecilia mettait là, mais à l'autre côté de la rue. Ici, monsieur Eufrosino s'est trompé. Et on voit aussi Hippodromo, qui est le stadium, le cirque de la villa de Maxence, construit au commencement du IVe siècle. San Bastiano, qui est Saint-Sébastien, et Quo Vadis, l'église aussi dessinée. Donc c'est un plan intéressant qui donne beaucoup de dates. Regardons aussi le tombeau plus grand, un type de pyramide en béton antique, Opus Cameticum, dissocié de sa couverture en extérieur en travertin ou marbre et des blocs de tuf qui supportaient la partie inférieure. Nous avons fait une documentation avec un drone et ça résultait en un nuage de points avec lequel on a pu reconstruire, proposer une reconstruction. L'avantage de ce nuage de points et des photos orthographiques est qu'on voit très bien les empreintes des blocs et ainsi on peut et des traces de traitement du béton. Notre doctorant Rens de Holt a élaboré ces dates et donné des propositions de reconstruction encore en train d'être perfectionnées. Donc ici, un de ses propos, mais il est arrivé à une proposition peut-être plus vraisemblable encore avec des blocs trouvés dans les environs, dans cette travaux de survey architectonique. Donc ici, on voit l'avantage de combiner des documentations. Donc, par exemple, comme nous avons 100 ou avec une pyramidion en eau. Nous avons aussi fait emprunter le dernier tube en forme d'un bloc de maquette de plastique, mais aussi en chocolat. Prochaine fois, je dois porter peut-être un tombeau en chocolat. Nous pouvons naturellement nous demander à qui appartenait un tombeau monumental comme ça et quand il fut construit. Certains savants, et les peu qui se sont occupés du monument, le connectent avec la villa de Quintilii, à côté, donc une villa du IIe siècle, d'une famille d'origine asiatique qui avait de pouvoir et beaucoup de richesse à Rome. Et cette villa serait appropriée par Commodus en 180 et il a aussi fait suicider les deux frères Quintilii. Donc, quelqu'un a pensé que ce soit un tombeau de membres de cette famille et ça implique évidemment qu'il daterait du troisième quart du second siècle. En revanche, on pourrait aussi penser à une association avec les tombeaux monumentaux de l'époque d'Auguste, comme la pyramide de Cestius, par exemple. Nous n'avons aucun critère extérieur et nous avons fait aussi des petits sondages et fouilles sous le monument, nettoyer un peu le terrain, mais on n'a trouvé rien. La technique de l'opus cementitium ne nous donne pas non plus de clé. Et l'absence d'une épitaphe ne nous aide en rien. À mon avis, moi, je préférerais une date
à l'époque d'Auguste, en ligne avec la tendance d'un monument funéraire massif de cette époque, mais je serais heureux d'entendre des propos alternatifs. Toujours indicatifs, mais pas précisément, sont les petites plaques érigées comme coins de terrain funéraire, les tipis, avec des indications de la largeur et de la longueur de l'espace. Les tipis ont été faits de tuf et travertin, et pas de marbre. Et les épigraphies sont enclins à la dater de la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ et de l'époque d'Auguste. Mais surtout, quand on n'a pas de nom du défunt indiqué, les dates ne sont pas sûres. En cela, on a trouvé des traces en forme de mur, de ce terrain indiqué, en forme de mur, qui entourait le monument même, et ça sera encore une chose à vérifier dans une des campagnes suivantes. Passons à un autre type de tombeau. La tour massive, aussi construite en béton, opus cementitium. On peut discerner plusieurs couches disposées l'une sur l'autre, épaisses de 40-50 cm environ, et séparées l'une l'autre par une couche mince de travertin brisé. C'est le blanc, mais ici on ne voit pas bien, mais ce sont de petites couches blanches. Le béton est toujours composé d'un ingrédient principal, comme ici du basalte, mais aussi du touffe rouge au jaune, et pas mixte. C'est toujours un seul matériau. Nous n'avons pas trouvé de niches ou chambres pour des urnes. Comme dans le cas de la pyramide, c'était un monument massif, mais comme aussi dans ce cas du pyramide, il manque des indications chronologiques précises. Comme on le peut voir de nouveau sur le plan d'Ancelet, le phénomène des tours a été populaire. Nous en trouvons des dizaines de restes et dans aucun des livres ou de précis sur des types de tombeaux, on en trouve des traces. Donc c'est très rare, c'est très bizarre. Et ce sont les mêmes indications. Et ici, vous le voyez, des autres dressés le long la rue. En bas, c'est le tambour que nous avons vu avec l'incastellamento, donc c'est l'autre tombeau. Donc, c'était évidemment une forme de construction très populaire, et on le doit imaginer couvert de blocs de travertin ou de tuf, ou peut-être aussi de marbre, comme des choses très riches. Des indices supplémentaires pour la chronologie viennent des reliefs de défunts placés dans la façade de ce type de tombeau, ou des inscriptions combinées qui ont été trouvées auprès de ce type de tombeau, placés dans la façade. Voici une inscription de 3 affranchis d'un certain Lucius Valerius. Leurs noms propres sont Achiba, Zabda et Achiba, Baricha, Zabda et Achiba, noms orientaux associés par les uns aux Juifs à Rome, par les autres aux Syriens à Rome, romains. Tous les deux des groupes assez considérables au 1er siècle après Jésus-Christ à Rome. Nous suivons Heikki Solin dans son analyse de ces noms comme appartenant aux Syriens de l'époque julio-claudienne. Donc ce serait peut-être une indication aussi pour la chronologie de ce type de tombeau. Mais ce n'est pas une datation très sûre, très précise. En conséquence, nous pensons que ces tours sont un phénomène du 1er siècle et leur construction s'est achevée au cours de ce siècle seul. Au 2e siècle, nous observons la construction des chambres au même temple funéraire, davantage étudiées en briques.
Nous le savons, l'analyse des briques et le mode d'emploi est une chose bien connue et je ne veux pas dire facile, mais peut-être il y a des indications plus claires en comparaison avec le béton que nous avons vu, le béton nu. Ça nous permet de dater les deux cas que je veux relever, les tombeaux appelés Laterizio I et Laterizio II à l'époque antoninienne, en suivant Helke Kammerer-Groothuis qui a travaillé sur ce type de tombeau le long la voie appienne. Notre inventaire n'a guère pu noter des monuments postérieurs au IIe siècle. Il n'y a que quelques blocs du IIIe siècle et même et pas avec beaucoup de sites. Ça semble contraster avec le développement des grandes villas, comme celle de Quintilly, devenue, comme je disais, une propriété impériale. Donc on pourrait penser, pourquoi pas, il n'y a pas de tombeaux ou d'autres monuments du IIIe siècle. Nous ne trouvons non plus des catacombes dans cet endroit. C'est peut-être trop loin de Rome, comme aussi on ne trouve pas les colombaires de grande mesure augustiens ou du 1er siècle. Donc, il y a des petites colombaires, mais donc, nous sommes déjà un peu loin de Rome, mais toujours avec beaucoup de tombeaux individuels. Donc, c'était une densité très grande, donc Piranèse avait raison peut-être, mais pas de grands tombeaux collectifs. Passons aux fouilles. Les fouilles faites entre 2009 jusqu'au l'été passé. Nous nous sommes occupés de deux sites dont je ne présente qu'un. L'endroit le plus étudié, c'est-à-dire les deux tumuli en face de la Villa dei Quintilli. Ces tumuli s'appellent, après Canina, après 1850, les tombeaux des Horaces. Le monument haut de 6 à 7 mètres, avec un diamètre d'environ 26 pour nous à gauche qui est à nord et 18 à sud, ont été associés par Canina et beaucoup d'autres avec une scène de l'histoire plus ancienne de Rome, à savoir le duel entre les triplés Horatii de Rome et les triplés Curias, provenant d'Alba Longa, au temps du roi Tullus Hostilius. Les 3 trijumeaux d'Alba, les Curias, furent tués, tandis que 2 des Horaces tombèrent ils aussi. Les 5 morts, selon Tite Livre, ont obtenu un tombeau à l'endroit où ils sont morts, où ils sont tombés. Voilà naturellement l'image iconique des Horaces par David, pour seulement faire voir que l'histoire était bien connue. Selon Canina, les deux tumuli seraient les tombeaux des 2 Horaces. Et évidemment, nous nous sommes demandé si Canina avait raison et quelle serait leur époque. En 2009, nous avons commencé à nettoyer une partie du tombeau nord, et c'est l'arrière, donc la rue est à l'autre côté, et la Villa dei Quintilli est à l'autre côté de la rue, une partie du tombeau, et avons découvert un segment de cercle ainsi interprété comme une annexe. En plus, nous avons pensé de découvrir que la périphérie du tombeau était considérablement plus petite que l'état actuel ne le suggère. Donc, nous avons immédiatement compris que M. Canina avait fait des interventions qu'il n'a pas décrites dans son livre. Il dit seulement qu'il a redressé le tombeau. Mais, évidemment, ça ne suffit pas. L'année suivante, nous avons trouvé le mur extérieur rond du tumulus, et ce mur clairement circonscrit aussi la forme trouvée en 2009. C'est la partie-là, et donc nous avons fait plus grand la tranche, et voici.
Sur la vue aérienne, on voit des autres segments dessinés sur le plan suivant, toujours au commencement des travaux, et Canina, à droite en bas, avec ce type de demi-cercle sur son plan. Et il est clair qu'il en avait vu des traces durant ses travaux en 1851-52. Ou peut-être il s'était basé sur des dessins d'autres tombes, comme le dessin de Pyrénées que nous voyons en haut. Mais les cercles ont été vérifiés dans des puits de fouilles consécutifs. Donc, une autre conséquence des recherches, le tumulus était plus grand et pas plus petit que nous pensons. Voici des parties du cercle et le commencement des murs antérieurs du tombeau. En résultat, nous avons tous les fouilles consécutives. En haut, à droite en haut, on peut voir une construction annexe construite à côté du tombeau. Et ici, nous sommes probablement au milieu du IIIe siècle, donc plus tard. Donc la rue était encore en usage et ce serait peut-être une petite station pour acheter des rafraîchiments. Il y a aussi des tubes pour de l'eau. Nous avons trouvé un escalier, donc il y a 2 étages. Donc c'était un petit kiosque. Notre programme se focalisait dans les années suivantes sur une inspection du mur périphérique, comme nous avons vu, et sur le mode de construction du monument. Voici un exemple, le mur, qui est beaucoup plus haut qu'on pensait d'abord, et la documentation orthographique du même mur montre les empreintes des planches de caisson pour construire le mur en béton. À gauche, c'est une autre chose, c'est un bloc tombé du mur en bas. Voici le même mur et on peut aussi faire une reconstruction du cercle, disons ainsi. Tout a été fait évidemment avec aussi des scans très précis. Avec une autre technique de scanner, nous pouvons aussi documenter les blocs tombés, comme je disais déjà, avec des profils et les restaurer virtuellement des morceaux qui ornaient la circonférence du tumulus. Malheureusement, tous ces travaux n'ont pas encore apporté des dates pour une chronologie précise. Donc, la céramique n'était pas déterminante non plus. Et il n'y a pas une épitaphe qui nous donne le nom. Il y a une petite partie d'une épitaphe, mais c'est trop peu pour dire quelque chose sur une personne qui l'a dressée. Il nous semble vraisemblable que la tumuli ne date pas de l'époque étrusque, comme la voulait Canina, qui avait aussi travaillé à Cerveteri, donc il avait le rapport avec les Étrusques. Il est plus raisonnable de penser qu'ils sont de l'époque de Tite-Live même, qu'il les a vus, donc de l'époque d'Auguste. Il reste à découvrir s'ils sont des cénotaphes et ainsi des monuments commémoratifs pour les héros d'antan ou des tombeaux réels avec des chambres de sépulture internes, comme le dessin de Canina le suggère. Une chose pas attendue était, donc c'est encore une chose pas entendue était la découverte de quelques tombeaux simples au-dessus du mur périphérique.
Évidemment, cette sépulture était postérieure à la construction du monument même et montre que les gens usaient encore le tombeau pour donner une dernière place de repos aux membres de la famille, d'une famille. Il n'est pas clair qui étaient ces gens. Dans quelques bouches de personnes, nous avons trouvé des monnaies lésoboldes pour 40. Et la date procurée par quelques monnaies suggère une nouvelle activité à partir de la dernière partie du Xe siècle, l'époque antonienne avancée. Les squelettes n'ont pas été conservés bien, mais les os identifiables de quelques cas donnent des indications d'individuels de tous les âges. Et voici une sépulture d'un enfant. Les objets que nous trouvons ne sont pas de grands trésors, ce sont des objets simples, comme des cruches et des petites lampes. Et tout, c'est tout des matériaux du second siècle. Probablement un peu plus chère était la sépulture dont nous avons une inscription d'une jeune femme. Il nous frappe que le texte est en grec, tandis que les noms sont pour la moitié latins, primus, primos et fortunata, et ce sont les parents, et pour l'autre moitié, Agation et Dionysia, ce sont des noms grecs. Et donc c'est l'époux peut-être qui a fait faire le titre en grec. Pour le dieu des enfers, de ses parents, Primus et Fortunata, et son époux Agation, pour leur bien-aimé Dionysia, qui vécut 19 ans, 2 mois, 11 jours et 3 heures. Ce sont des exactitudes qu'on trouve souvent sous ce type d'épitaphe jusqu'aux heures. Comment on le savait, je ne sais pas, mais... Une datation du texte n'est pas simple, peut-être quelqu'un de vous a une idée, mais la forme de lettre, à l'instant, nous fait penser au 2e ou 3e siècle un peu avancé. Donc, pour retourner finalement à l'étude du tumulus, nous avons pu conclure que Canina a rehaussé le tumuli pour créer une façade agréable pour les touristes. Il a fait plus petit le tumulus nord et l'a quasiment transféré vers l'est afin de l'approcher un peu plus à la voie appienne même, toujours pour créer un effet plus grand pour les touristes passant devant le monument. Et en effet, si nous regardons quelques images antérieures aux travaux caniniens, nous ne voyons pas de tumuli dans la campagne romaine. Voici un dessin de Carlo Labruzzi, un artiste du XVIIIe siècle tardif qui nous a laissé une série impressionnante de dessins, des aquarelles et des gravures de presque tous les monuments visibles sur la voie appienne jusqu'au marin Pontine. Il était chargé par un voyageur anglais, Colt Hoare, qui voulait faire un type de bouquin, un livre sur la voie appienne, et les deux, ils sont allés à pied, mais puis Labruzzi est devenu malade dans le marin pontin, et puis il est mort. Mais ces premiers 30 ou 40 000 Romains ont été très bien documentés. Donc ici, nous voyons évidemment la pyramide, le grand monument, c'est un nymphée de la Villa de Quintilli, et normalement de cette position, on ne l'aurait pu voir parce que il y aurait les deux grandes tumulus. Et il y a quelque chose de terre, mais pas grand chose. Et c'est la même chose, en effet, avec les deux peintures que nous avons déjà vues. Ils n'ont un tombeau non plus. Ici, sur une gravure de commencement du XIXe siècle, on reconnaît le tambour du tumulus nord.
Et on voit dans le texte, entre autres, que ce dessinateur a appelé le tombeau à pyramide Detto dei Mitelli. Donc il a associé à une autre famille très fameuse de Rome. Et c'est le dessin définitif de Canina après sa reconstruction de la rue. Donc, on y voit les deux tombeaux des Horaces et chaque auteur après lui les a appelés les tombeaux des Horaces. Donc, mais quand il y a deux tombeaux des Horaces, correctement selon le petit livre, pourquoi il y a, selon Canina, seulement un tumulus des Cureas et pas trois tumuli? Canina a dit simplement, ouais, oui, le petit livre l'a dit, donc il le croit, et à la fois il ne le croit pas. Il a pensé, ben, les Curias ne sont pas tellement importants, donc on a seulement ce tombeau que nous avons déjà vu quelquefois avec la tour, je pense médiévale, mais c'est aussi une discussion de quelle époque elle date, la tour. Donc, les pauvres triplets des Curias n'ont un tombeau, n'ont qu'un tombeau selon Canina. Mais peut-être on peut trouver, et voici le tombeau sur ce petit, le vieux tableau. Donc, peut-être il y a des tombeaux, et donc il y a un peu d'espoir. Nous avons trouvé, avec des recherches de résistivité que j'ai montrées avant, aussi du tumulus, des traces du tumulus en autre, donc pas des autres, des traces d'une forme circulaire où aujourd'hui on ne voit plus rien. De l'autre côté, à nord, il y a des restes conservés sous un arbre déraciné l'année passée. C'est ici que l'architecte français Ancelet avait dessiné une forme plus substantielle, comparable avec la tumuli, même si elle est beaucoup plus petite. Quand on la mesure sur notre plan des monuments, on voit une chose frappante. La distance égale de 208 ou 209 mètres entre le grand tumulus avec la tour et les deux petites concentrations que nous venons de voir. Avec tout ça, je ne veux pas dire que nous avons les 5 tombeaux des Horaces et des Curias, peut-être c'est une invention, mais nous avons au moins 5 monuments qui peut-être ont été associés par Tite-Live comme touristes en se promenant sur la voie appienne avec les 5 garçons qui ont fait leur rencontre dans cet environ au milieu de la distance entre Alba Longa et Rome. Donc la géographie, la topographie va bien. Je finis seulement avec l'image des fouilles plus récentes et vous pouvez noter que nous avons continué nos explorations vers le sud. Donc, voici en haut de nouveau le petit magasin ou le casino pour rafraîchissement pour les voyageurs. Et ensuite, on vu un tombeau rectangulaire avec des couches jusqu'au IVe siècle. Donc ici, nous avons des vestiges plus récents, avec aussi des peintures, de petits morceaux de peinture figurative de niches de tombeaux. Donc c'est tout encore en train d'étudier. Ce qui serait, donc, quand c'est vrai que c'est un tombeau du IVe siècle, nous avons une nouveauté absolue pour notre partie de la voie appienne. Donc, ce début a déjà donné maintes dates, mais il est trop peu, peut-être, pour aborder une nouvelle section de cette présentation. Alors, je finis avec ça, je finis avec ma présentation, et je vous remercie pour votre attention. Et s'il y a des demandes, évidemment, vous la pouvez.
pouvez poser.